C'est la dernière édition du soir, mesdames, messieurs. Bonsoir, voici les titres. À la une, les adieux au pape François. Le monde entier rend dernier hommage aux successeurs de Pierre. Croyants, gouvernements religieux, ils étaient tous là pour accompagner l'évêque de Rome qui repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure à Dakar. Une messe a été dite hier à son honneur. Dans la série consacrée à la fête du travail, la rédaction s'est arrêtée sur le cahier de doléances. Le document résume les différentes préoccupations et revendications des travailleurs. Il est déposé le 1er mai sur la table du président de la République. Rappel historique à suivre. Le sujet fait débat, la pêche monofilament. L'État veut mettre fin à cette pratique jugée dangereuse pour l'écologie malgré la loi de 98 qui l'interdit. Certains pêcheurs sont encore réticents. La rubrique environnement de ce samedi a fait le tour de la question. Basketball, l'Africa League, bonne entrée en lice pour l'AS Ville de Dakar. Les joueurs de la capitale ont battu l'US Monastir de la Tunisie 70-67. Une bonne entrée en matière pour l'équipe de la capitale dans cette conférence Sahara qui se tient à Dakar Arena. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a assisté cet après-midi au match de la Basketball Africa League. Le président Bassirou Diomaye Faye a suivi la rencontre qui a opposé l'AS Ville de Dakar à l'AS Monastir de la Tunisie, un moment de communion avec la jeunesse au Martinique. Un invité spécial à Dakar Arena pour une deuxième participation. Le président Bassirou Diomaye Faye tient encore à honorer de sa présence l'édition 2025 de la Basketball African League. À l'affiche, la ville de Dakar contre l'US Monastir. Un match palpitant qui met en face deux équipes décidées et engagées. De part et d'autre, les paniers s'enchaînent. À la mi-temps, le score tourne à l'avantage de l'AS Ville de Dakar. 42-34. À la reprise, le match garde le même rythme. Et au final, l'AS Ville de Dakar gagne sur un score étriqué, 70-67. Je voudrais d'abord commencer par féliciter les organisateurs de la Basketball African League pour ce formidable travail qu'ils sont en train de faire, non pas seulement au Sénégal, mais à travers toute l'Afrique. Un travail de promotion du sport, particulièrement du basketball. Un travail de promotion du sport au Sénégal et en Afrique. Et je crois que c'est une occasion unique qui est offerte aux jeunes basketteurs africains, sénégalais aussi en particulier, de se mesurer aux autres équipes les meilleures en Afrique et de briller, de pouvoir se faire remarquer et de pouvoir aussi progresser dans le sport qu'ils sont en train de pratiquer. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'ASC Ville de Dakar qui a fait notre fierté aujourd'hui dans un match serré et qu'ils ont su tenir de bout en bout en gardant le leadership du match et en le remportant malgré que l'US Monastir n'a pas démérité. Nous souhaitons une bonne continuation à la compétition et encourageons les organisateurs, leur témoignons aussi le soutien du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, particulièrement avec l'engagement de Madame le ministre, mais aussi avec l'engagement de tout le gouvernement pour que cette Basketball African League puisse connaître un succès remarqué parmi toutes les éditions, mais aussi pour que d'autres événements qui nous permettent de promouvoir davantage la destination Sénégal, le tourisme, à travers ses diverses facettes. Dans cette compétition, la culture tient sa place avec une forte présence des artistes qui ont ici l'occasion d'échanger avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. En marge de cette compétition, le chef de l'État a reçu des artistes présents à Dakar Arena, parmi eux le groupe Daradi Family, le rappeur Youssoufa Maccabi ainsi que l'influenceur Habilam. Nous retrouvons Marnick. Auteur d'une belle prestation à la mi-temps du match, le groupe Daradi Family est reçu par le président de la République.
Les rappeurs sénégalais se réjouissent de cette rencontre. Très honoré d'avoir eu un échange avec Monsieur le Président de la République. Et c'est vrai que là, c'est dans un contexte sportif et culturel. Et aujourd'hui, Daradi Family qui vient d'avoir, qui va bientôt fêter des années de carrière, en l'occurrence Fada Freddy et moi-même Dongodi, je pense qu'on a aussi vraiment notre pierre à apporter à l'édifice du Sénégal. Parce que pour nous, aujourd'hui, le Sénégal doit briller partout dans le monde et ça doit se faire avec le sport, avec la culture. Donc je pense que ça a été un échange très enrichissant pour nous. Voilà. Oui, on était venu féliciter le président et notamment lui faire part de notre engagement dans la cohésion sociale et notre engagement pour faire briller le Sénégal partout dans le monde. Comme on dit en Wolof, faire un drapeau bidoular souf. Donc c'était un rappel que le Sénégal peut toujours compter sur nous, sur notre engagement, sur notre détermination, sur aussi notre force vive pour non seulement raviver la flamme de la jeunesse, mais aussi emmener le Sénégal dans les standings les plus hauts. Youssoufa Maccabi a été aussi reçu par le président de la République, le chef de l'État qui apprécie les textes du rappeur français. On a passé un moment très agréable ensemble avec la ministre de la Culture. J'ai rencontré un président très accueillant, très bienveillant, très serein, malgré la charge de travail, parce que les gens me parlent souvent de lui parce qu'il parle souvent de mes musiques et donc souvent les gens ont toujours fait le lien, on ne s'était jamais rencontrés directement. Et malgré la charge de travail, je l'ai trouvé très serein, bienveillant, inspiré. Il parle beaucoup de culture, de musique, il connaît ça. Et non, c'est une très bonne rencontre. On devait se voir que quelques secondes et on a passé plusieurs minutes ensemble. Vraiment très ravi de le rencontrer. Khaby Lam est aussi présent à Dakar pour les besoins de cette Basket African League. Lui aussi a rencontré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la mi-temps du match. Ville de Dakar, US Monastir. Une série d'audiences qui s'est tenue donc en marge de la rencontre entre la ville de Dakar et l'US Monastir de la Tunisie. Score 70-67. Les joueurs du coach Libas ont pu sortir leur épingle du jeu dans un match âprement disputé. La synthèse avec Fatmata Savali. Mabrouk, évitez le shoot à 3 points les gars. Oh, et c'est terminé. Au bout du suspense, au bout du suspense, au bout du suspense, l'AS Ville de Dakar remporte son premier match dans cette saison 5 de la Basketball African League. Une fin de rencontre à suspense. 3 points seulement séparent les deux équipes à l'arrivée. L'AS Ville de Dakar sort vainqueur de cette première confrontation dans la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Les joueurs de la capitale s'imposent face aux Tunisiens de l'AS Monastir, amenés par l'expérimenté Radouane Slimane. Les coéquipiers de Tchernognan, hommes du match, ont rivalisé d'adresse et de solidité défensive. Dans la déséquilibre. Ah ouais, ça c'est une action de grâce à un Will Perry inspiré dans le momentum, le collectif des champions du Sénégal a été performant. Barandiaï est le meilleur scoreur avec 15 points à égalité avec Slimane. Harouna Abdoulaye et ses coéquipiers n'ont rien lâché. Ils remportent les 3 cartons sur les 4. Le public de Dakar Arena, enchanté par cette victoire, a également magnifié la présence d'un spectateur spécial. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été au rendez-vous de cette compétition continentale pour accompagner sa jeunesse et celle de l'Afrique. Mettez le casque, mettez le casque, mettez le casque. Les rideaux sont tombés sur la 4e conférence sur l'emploi et l'employabilité. Après 2 jours de travaux, une feuille de route sociale a été élaborée pour une meilleure prise en charge de la problématique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé la cérémonie de clôture à Ramdao. Le CICAD a fait le plein d'emploi 2 jours durant. Les acteurs de l'écosystème ont pu retourner la question dans tous les sens. Le diagnostic, les défis et perspectives. Ce rendez-vous avec le Premier ministre devait être un moment de restitution et d'adoption d'une feuille de route consensuelle autour de cet axe. Promotion de l'emploi et de l'employabilité au Sénégal
renforcement des stratégies de territorialisation des politiques publiques d'emploi, renforcement des stratégies d'appui à l'entrepreneuriat et à l'innovation au Sénégal, amélioration de la gouvernance de la migration de travail, renforcement du rôle du secteur privé dans la création d'emplois. Ceci est le fruit des réflexions issues de 6 tables rondes. À l'heure des conclusions, le sentiment est celui d'une mission accomplie. Nous voulons vous dire également qu'en tant que partenaires sociaux, nous restons disponibles et ouverts pour poursuivre donc la réflexion, donner notre contribution, donner notre savoir, mais faire en sorte que ce défi commun que nous avons, parce que le défi de l'emploi n'est pas un défi simplement du gouvernement, et tous ensemble, donc, je pense, si nous continuons cette solidarité, cette concertation, nous pouvons effectivement arriver peut-être à booster l'emploi dans notre pays, ce qui n'est pas un défi facile. Mon remerciement s'adresse également à M. Abass Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, avec qui nous avons une collaboration fructueuse et dynamique aux côtés des centrales syndicales de travailleurs pour la consolidation d'un dialogue économique et social générateur d'emplois décents. L'ardeur des uns et des autres tient des statistiques alarmantes. 20% de taux de chômage, 200 000 nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi chaque année, beaucoup de diplômés chômeurs pour un pays dont les moins de 35 ans font 75% de la population. 2 programmes structurants traduisent notre volonté d'agir avec ambition, rigueur et méthode pour répondre à ce défi. Il s'agit du programme de la grande offensive de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et du développement massif de la formation professionnelle duale et du programme national de promotion de l'emploi à travers la grande coalition pour l'emploi. Pour ce qui est du programme de la grande offensive, ce programme constitue l'épine dorsale de notre politique de souveraineté par le capital humain. Il ne s'agit plus de former pour former, mais de former pour insérer, pour produire, pour entreprendre et pour transformer durablement notre économie par nos propres forces et compétences. Cette offensive n'est pas un slogan, c'est un ensemble cohérent de projets, structurés, localisés, pilotés et ancrés dans les territoires avec l'engagement des entreprises, des collectivités et des citoyens. Le programme national de promotion de l'emploi, deuxième du portefeuille de projets, répond quant à lui à une politique inclusive. Piloté directement par la primature, ce programme repose sur des portefeuilles structurants portés et exécutés par les ministères sectoriels à travers des plateaux multisectoriels. Ses principaux axes d'intervention sont le lancement de la grande coalition pour l'emploi, un pacte tripartite entre l'État, le secteur privé ou plus généralement le milieu socio-professionnel, l'accélération de la création d'emplois dans les secteurs moteurs de croissance. Mesdames et messieurs, l'emploi ne se décrète pas. Il se construit dans le dialogue, la cohérence des politiques et l'alignement des énergies. C'est le sens de cette grande coalition pour l'emploi. Un pacte national mobilisateur, une dynamique d'action partagée pour créer de l'emploi décent, durable et ancré dans les réalités de notre économie. Il s'agit là de 2 programmes phares de la vision Sénégal 2050, mais aussi ambitieux soit-il. Pour le Premier ministre, il y a plus difficile, passer à l'action, et il y invite tous les acteurs. Et sur le pacte de stabilité sociale que l'État va conclure avec ses partenaires, le Premier ministre est largement revenu sur les enjeux. Il s'agit pour lui d'une sainte alliance dans un contexte particulier afin de préserver les intérêts stratégiques du pays. On l'écoute. Il est temps que nous puissions passer à l'action concrètement. Si on ne parvient pas à bâtir une agriculture solide, si l'on ne parvient pas à bâtir des activités
structuré autour des autres secteurs primaires, pour pouvoir avoir l'ambition d'aller vers le secteur secondaire par la transformation. Tout ce qu'on est en train de dire ici sera du vœu pieux, mais nous ne produirons pas d'emploi au Sénégal. Les vrais enjeux sont là, et c'est les combats que mon gouvernement, sur instruction de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mener et de gagner. C'est ça les vrais enjeux. Et nous aurons souhaité que l'ensemble des Sénégalais, ou l'écrasante majorité des Sénégalais, comprennent ces enjeux. Parce que c'est des paris sur le futur. Mais c'est déjà un défi par rapport au présent. Et c'est pourquoi nous avons parlé de pacte autour d'objectifs fondamentaux, dans une gestion transparente, où tous les acteurs de ce pacte pourront avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour apprécier des capacités réelles du gouvernement, des disponibilités réelles de l'État, et qu'ensemble, nous puissions appliquer les idées que nous venons de lire ici, parce que sans les moyens que nous devons mobiliser, nous ne pourrons pas appliquer ces idées. Et c'est pourquoi nous avons besoin de tout le peuple sénégalais. Nous allons lancer des discussions pour renégocier ce qui a été mal fait et pour faire de sorte que l'essentiel des richesses de ce pays puisse profiter au pays, y compris le rapatriement des devises qui doivent pouvoir servir notre balance. C'est un combat que nous ne gagnerons pas sans le soutien de tous les Sénégalais. Parce que nous le menons contre des mastodontes dont vous ne pouvez même pas imaginer les capacités. Et c'est quand on parle de sainte alliance autour des intérêts stratégiques de ce pays, c'est de cela qu'on parle. On ne parle pas d'alliance politique. Il y a un temps pour la politique et un temps pour se consacrer à l'intérêt national. L'actualité, c'est aussi les funérailles du pape François. Environ 250 000 personnes se sont rassemblées place Saint-Pierre pour un dernier adieu au souverain pontife ce samedi. Outre des croyants venus du monde entier, c'est un ballet de chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulé au Vatican. Sarah Louis Senghor. L'ultime adieu au pape François. Ce matin, à la place Saint-Pierre, plus de 200 000 personnes ont assisté aux funérailles du souverain pontife. Parmi elles, des personnalités du monde entier, des chefs d'État, Donald Trump, Emmanuel Macron, Zelensky, Brice Oligui Nguema, Félix Tshisekedi, des couples royaux d'Espagne et d'Angleterre. Au total, plus de 170 délégations en provenance d'horizons divers ont suivi l'homélie du doyen des cardinaux. Le pape François n'a cessé d'élever la voix pour implorer la paix, construire des ponts et non des murs est une exhortation qu'il a répétée à maintes reprises. En union spirituelle avec toute la chrétienté, et nous sommes nombreux à prier pour le pape François afin que Dieu l'accueille dans l'immensité de son amour. À l'issue de la messe, la longue procession du corps dans la Papa Mobile, applaudie par la foule, jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où le premier des évêques a été enterré. Le protocole a été modifié et simplifié selon la volonté du pape. Sur son sépulcre, il n'y aura qu'une seule inscription, Franciscus, François. Au-delà du religieux, ce fut aussi un rendez-vous politique. En marge de la cérémonie, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont eu un tête-à-tête productif selon la Maison-Blanche. Une première depuis le clash à Washington. Décédé d'un AVC ce 21 avril, lundi de Pâques, le pape François a rejoint aujourd'hui sa dernière demeure, comme il l'aurait probablement voulu, dans la paix, au milieu d'une foule hétéroclite. C'est la première fois, depuis des siècles, qu'un souverain pontife est inhumé au cœur du Vatican.
Au Sénégal, une messe a été dite hier à la cathédrale de Dakar à la mémoire du pape François. La célébration a réuni l'ensemble de l'épiscopat sénégalais pour rendre hommage au chef de l'Église catholique. Des témoignages ont été rendus à ce grand protecteur des pauvres et des opprimés. Aussi ont-ils prié pour que l'âme du défunt repose en paix. Louise Pizarro. Des bougies allumées à la cathédrale Notre-Dame des Victoires pour celui qui aura passé 12 ans de pontificat à la tête de l'Église catholique. Une messe d'action de grâce en mémoire du pape François, souverain pontife et chef d'État du Vatican, décédé ce 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Au premier rang de la cathédrale, le corps diplomatique accrédité au Sénégal, en communion avec l'Église universelle. Je suis venue pour les funérailles du pape François. Et nous étions très tristes à cause de sa mort, mais très contents parce que nous savons que maintenant il est avec Dieu. Nous avons eu à célébrer une messe pour le pape François, pour son repos. Et cette messe a été présidée par le nonce apostolique, qui est le représentant du pape donc, dans le pays. C'était pour nous une manière de communier à toute l'Église universelle qui aujourd'hui est le jour passé depuis l'annonce du décès du pape. Donc l'Église universelle qui, dans l'espérance, prie pour le repos de son âme. Dans cette atmosphère empreinte de recueillement, l'Assemblée a rendu hommage à l'héritage du pape François. Le disparu est connu pour son engagement en faveur de la justice sociale, du changement climatique et du dialogue interreligieux. Quand il a pris le nom de François, nous savons bien de qui il tenait cette inspiration-là, François d'Assise, qui pour nous avait un souci particulier, non seulement pour les pauvres, mais aussi pour l'environnement. Une problématique qui est aujourd'hui structurante parce qu'elle rejoint un peu les préoccupations de notre monde. L'épiscopat, dans son ensemble composé du nonce apostolique au Sénégal, Monseigneur Angrégué, l'archevêque émérite Benjamin Diaye, son éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr et l'évêque du diocèse de Ziguinchor, Jean-Baptiste Walter Manga, a pris part à cette messe de requiem. On voyait un pape qui, à la fin de sa vie, nous appelle à l'espérance. C'est un message extrêmement fort qui nous permet de voir que le temps qui passe, les questions de l'âge, du grand âge, de la maladie, de la souffrance, ne doit pas nous décourager de l'avenir, puisque pour nous chrétiens, notre avenir est en Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, et qui nous assure que si nous restons fidèles, nous aussi nous ressusciterons comme lui. Ce fut un vendredi de prière, des prières pour le pape François, qui fut pour les paroissiens bien plus qu'un chef spirituel, la voix des sans-voix et artisans de paix dans le monde. Le pape François qui repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. En marge de l'Expo universelle Osaka 2025, le ministre de l'Industrie et du Commerce a été reçu à Tokyo par les PDG de Toyota et Mitsubishi. Serigne Gueye-Diop s'est également entretenu avec son homologue japonais à qui il a présenté les projets industriels inscrits dans le référentiel Sénégal 2050. Sabassi Faye et Ibrahim Adijou. Large point de convergence sur différents axes de partenariat. Serigne Gueye-Diop et le vice-ministre japonais du Commerce ont longuement évoqué la coopération bilatérale entre leurs deux pays et qui gagnerait à être renforcée. Seule une vingtaine d'entreprises japonaises existent actuellement au Sénégal. Le projet de dessalement d'eau de mer, le centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon sont des exemples qui font référence. Il a été également beaucoup question des zones économiques spéciales que le gouvernement veut implanter dans les 8 pôles territoires. S'y ajoute le programme des agropoles. Avec le PDG de Mitsubishi, Serigne Gueye-Diop a parlé du projet Gas to Industry qui devrait permettre de produire de grandes quantités d'ammoniac, de méthanol et d'urée pour l'agriculture. 300 TSQ en lieu et place des 30 TSQ retenus initialement. Combiné au phosphate de Matam, le Sénégal devrait être un des plus grands producteurs d'engrais. L'État entend relancer ce projet pour transformer le gaz naturel au Sénégal plutôt que de l'exporter. Autre multinationale à recevoir la délégation sénégalaise, Toyota.
le géant de l'automobile, présent au Sénégal depuis plusieurs décennies. Le PDG sortant et son successeur ont rappelé la longue histoire avec le Sénégal qu'ils ont visité à plusieurs reprises et le groupe CFAO qu'ils viennent de racheter plus de 100 ans après sa création. Les projets qui leur ont été présentés ont reçu un écho favorable. Nous avons une longue histoire de collaboration et nous essayons de renforcer notre relation en plus. Surtout lors de l'occasion de TICAD 9, nous serons heureux si nous pouvons voir votre délégation au Japon. Merci beaucoup de votre visite encore une fois, Monsieur le ministre. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Nous allons continuer à collaborer pour le développement de votre pays. Merci. Autre temps fort, la visite de la commune d'Izumi. Aussi grande que Dakar, c'est un exemple de modernité et d'inclusion sociale. Habillé en tenue africaine, le maire affiche sa proximité avec le Sénégal, où il a séjourné l'année dernière pour visiter l'une des entreprises japonaises implantées dans la zone économique spéciale de Sandiara. Échange de bons procédés avant la visite du parc de technologie. 155 hectares pour 150 entreprises, dont celle-ci spécialisée en packaging. Ici, l'emballage des produits manufacturiers, flacons de prélèvements médicaux, stylos ou autres articles, est fait par des machines équipées de robots. Des techniques que le Sénégal voudrait développer à travers des écoles de formation aptes à porter les projets inscrits dans l'agenda de transformation nationale 2050. Chez nous, dans la série consacrée à la fête du travail, l'on s'intéresse ce soir au cahier de doléances. Au Sénégal, le document a été présenté pour la première fois à la période coloniale à Saint-Louis. Après l'indépendance, le président Léopold Senghor va recevoir le cahier des mains du secrétaire général de la CNTS, Madia Diop. Lors de la première alternance, le président Wade invite l'ensemble des centrales syndicales au palais pour marquer le 1er mai. Rappel historique avec Thurodien. En France, le dépôt des cahiers de doléances existe depuis le XIIIe siècle, avec les états généraux qui recoupent la noblesse, le clergé et les tiers états. Ces cahiers de doléances vont connaître une mutation à partir de 1789, la Révolution française. Ce qu'on appelle les états généraux va se transformer progressivement en Assemblée nationale. Ici au Sénégal, le premier cahier de doléances a été remis au président Léopold Sédar Senghor en 1969 par la CNTS. Au Sénégal, en 1789, des cahiers de doléances ont été présentés à Saint-Louis. L'autre dimension nous vient des États-Unis, de l'Amérique, où en 1886, des travailleurs se sont élevés contre la journée démentielle dans les factoreries et dans la nouvelle industrie naissante. Il y eut des morts, les martyrs de Chicago. Avec l'alternance en 2000, une révolution va s'opérer. Désormais, l'ensemble des centrales syndicales ont le droit de déposer leurs cahiers de doléances au palais. Quand on dépose les cahiers de doléances, il y a des doléances qui relèvent des sectoriels, des ministères sectoriels, des branches d'activité. Il y a des questions transversales. Les questions transversales, nous les avons toujours réglées. Si on règle les conventions collectives des 21 branches professionnelles pendant presque 3 ans, dans le cadre du pacte qui s'annonce, si on arrive à gérer ces questions, on conclut de nouvelles conventions collectives, on peut rester 10 ans même sans poser de questions. Selon les syndicalistes, le traitement des cahiers de doléances doit être une obligation et leur suivi une exigence. Les conflits naissent là où l'intolérance de l'État, l'intolérance du patronat domine la volonté des travailleurs. Il faut rétablir le rapport de force par la lutte sur le terrain. Quand le mal est partout et l'autorité nulle part, la rue devient le seul critère de vérité. La prolongation de la retraite à 60 ans, une satisfaction. Cependant, la baisse de la fiscalité sur les salaires figure toujours en bonne place dans les cahiers de revendication. Des préoccupations du monde du travail, tout secteur confondu, c'est la surfiscalité sur les salaires. Vraiment, les travailleurs en ont la gorge. Il faut que cette question-là, qu'on la règle définitivement dans le cadre de la révision du Code général des impôts. Les conflits sociaux doivent se régler par le dialogue social, par les discussions entre le gouvernement et les travailleurs, entre le patronat et les travailleurs. Ce n'est pas pour rien que le BIT, l'OIT a inventé le dialogue tripartite. Dans les régions, les cahiers de doléances sont remis au gouvernement.
Ce dernier devra se charger de transmettre le document au chef de l'État. Un rappel historique réalisé en direction de la fête du travail. Le fondement d'une bonne société sur la référence du Coran vue par El Hadji Omar Foutiyou Tall, l'Ayatollah Khomeini. C'est le thème de la conférence scientifique internationale organisée par la Jamia Mustafa, l'ambassadeur d'Iran et l'association des oulémas du Sénégal, Fontabadji. Le Sénégal et l'Iran, deux nations unies par la religion, deux sociétés qui partagent des valeurs culturelles et cultuelles inspirées des enseignements de leur personnalité religieuse, à l'image de El Hadji Omar Foutiyou Tall et de l'Ayatollah Khomeini. Cette conférence scientifique est organisée pour perpétuer l'œuvre de ces saints. Il s'agit de faire connaître l'œuvre de l'imam Khomeini à travers l'Afrique et plus généralement pour le triomphe de l'islam à travers le monde. Son combat est assimilable à celui que Cheikh Oumar Tall a mené le premier. Place et référence du Saint-Coran dans la construction d'une bonne société, thème de cette rencontre, a permis de revisiter le rôle majeur de ces érudits dans la propagation de la religion musulmane à travers le monde. Nous constatons que ces deux érudits ont les mêmes convictions religieuses, islamiques, culturelles et de justice sociale. Cette sainteté religieuse, cette sainteté islamique qu'ils ont en commun, mais aussi la djihad est aussi un acte d'une générosité religieuse extraordinaire. Cette conférence a aussi ouvert une fenêtre sur la situation au Proche-Orient. Dans les jours à venir, au sortir de cette conférence-là, vous verrez de manière concrète comment ces deux sommités-là, que sont donc la Jamia Mustafa et la Rabita islamique Sénégal dirigée par Thierno Madani, mettront en œuvre certaines décisions pour justement cette question palestinienne. L'événement a coïncidé avec la fin du concours national de récital de Coran. El Hadji Omar Foutiyou Tall et l'Ayatollah Khomeini, deux grandes figures religieuses emblématiques qui ont marqué leur époque et dont les œuvres semblent éternelles. Le sujet fait débat. Il s'agit de la pêche monofilament. L'État du Sénégal veut mettre fin à cette pratique dans les zones de pêche conformément à la législation sénégalaise qui l'interdit depuis 1998. Ces dégâts sur le milieu marin sont inestimables à Kayar, Yoff, Ouakam et Soumbédioune. Les pêcheurs saluent la mesure, tout le contraire dans d'autres zones comme Thiaroye-sur-Mer. Le monofilament, le pour ou contre des pêcheurs, c'est le sujet de la rubrique environnement de ce samedi, signé Ibrahima Pabitichou. À Kayar, depuis plusieurs décennies, le filet monofilament est banni. La raison, il est un danger, selon les pêcheurs. À Kayar, on n'utilise pas les filets monofilaments. Parce que depuis 1969 jusqu'à nos jours, mon ministre. Nous sommes en phase avec le ministre de la Pêche. Le monofilament est un véritable danger pour nos ressources halieutiques. Une fois jeté en mer, il crée un obstacle et emporte presque tous les poissons sur son passage. Ce nouveau régime nous a rejoints dans notre volonté de préserver nos ressources. Même constat du côté de Yoff. Ici, les pêcheurs adoptent toujours le legs de leurs parents. Le ministre a vu juste. Depuis notre naissance, nos papas l'ont interdit. De Yoff à Kayar, c'est pourquoi dans ces deux localités, il y a toujours du poisson. Les Sénégalais aiment aborder des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, mais à y voir de plus près, le ministre des Pêches connaît la mer plus que nous les pêcheurs. Même ceux qui l'utilisent pour leur jardin savent qu'il est mauvais. Par contre, dans des localités comme Thiaroye-sur-Mer, cet outil de pêche reste le compagnon le plus sûr des pêcheurs. Et c'est ce qui motive son choix parmi tant d'autres. La sécurité est l'élément numéro 1 à prendre en considération. Ce filet nous garantit cette sécurité. Sa matière n'absorbe pas l'eau. Il libère l'eau et te permet d'avoir une stabilité. Mais quant à d'autres, une fois mouillés, ils deviennent très lourds et font chavirer nos pirogues. Beaucoup d'accidents sont causés par ces filets. Le ministre aurait pu appeler pour discuter de la matière des monofilaments et sur l'organisation du secteur.
Le ministre doit aussi prendre en charge le volet emploi. Aujourd'hui, beaucoup dépendent de cette activité. Un des points qui suscite débat, c'est la taille. Étalés, ces filets peuvent s'étendre sur plus d'1 kilomètre. De quoi inquiéter certains acteurs. Les filets monofilaments, c'est par l'eau. Si tu les étales, tu peux avoir une longueur d'1 kilomètre, mais les plus courts font environ 700 mètres ou 800 mètres. Le monofilament, ça peut flotter de Nouadhibou à Cap Skirring. Ça continue à flotter. Parfois, bon, on les perd en mer. Parfois, c'est perdu. Et quand, à chaque fois qu'il est perdu en mer, il continue à pêcher. Il peut pêcher pendant 10 ans dans la mer. Face aux députés, la ministre des Pêches avait motivé la décision visant à retirer ce filet dans les zones de pêche. Les monofilaments, comme on l'a dit, la recherche scientifique a eu à faire des études là-dessus et a conclu que c'est des filets qui sont nocifs à l'environnement marin. Donc il fallait trouver des solutions. Mais nous ne pouvons pas, de manière brutale, confisquer ces filets-là. Parce que nous sommes dans un secteur quand même où nous privilégions le dialogue, où nous privilégions la concertation. En attendant la poursuite des concertations et l'application de cette décision, cette forme de pêche bat son plein dans certaines localités. Et merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour la réalisation de ce journal. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la RTS.